Bien, j'ai le plaisir de passer la parole à Jérémy Decoq et Melchior Courtois pour la veille qui nous est offerte par Cyberzen, revue d'actualité et des vulnérabilités du mois. À vous. Alors bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve du coup pour la revue de tout ce qui s'est passé au cours du mois de septembre. Bonjour à tous. Et sans plus tarder, comme d'habitude, on commence par le rappel du coup des fins de support pour les Windows Workstation. Donc tout doucement on se rapproche donc de la fin de support pour, non même aujourd'hui fin de support pour la version Home Pro de Windows 11 22H2. Et pour la version Enterprise de la Windows 11 21H2. Donc, mettez à jour et ne vous reposez pas sur la version étendue. Et pour les Windows Server, rien encore de prévu dans l'immédiat. Donc, ensuite, on attaque les failles. Donc, on va commencer évidemment par le bulletin de septembre, donc le patch Tuesday de Microsoft. Donc, 79 vulnérabilités qui ont été patchées, dont 4.0D. Pour les 4.0D, on a une élévation de privilège sur Windows Installer. Donc ici, cette vulnérabilité affecte Windows 10 et 11 pour la version Workstation et toutes les versions supérieures ou égales à Windows Server 2008. On a ensuite, à peu près comme tous les mois, euh, un bypass du markup de web. Donc c'est un paramètre en fait qui permet d'indiquer si un fichier provient ou pas d'Internet. Et donc, il est possible, donc via une technique associée du coup à LNK Stamping. Donc, c'est le fait en fait de d'ouvrir un fichier via un fichier raccourci, donc un point .inc, et ce qui permet de contourner la fonction Smart App Control, donc qui est utilisée par ce Smart Screen. Et donc pareil, donc au niveau du scope, ça affecte les Windows 10 et 11 pour les workstations et toutes les versions supérieures ou égales à Windows Server 2008. On a ensuite un contournement des sécurités donc liées au macro, donc du côté de Publisher. Donc ici en fait, on parle bien de la mesure donc bloquer les fichiers non fiables ou malveillants. Et donc, il est possible de contourner ça. Donc, cette vulnérabilité affecte la version Microsoft Office 2016, 2019 et la 21 en version support étendu. On a ensuite un downgrade de l'OS. Donc, ça fait suite au patch Tuesday de août, donc sur la de down date, donc qui permettait en fait, donc si le but c'est de rétrograder dans les mises à jour qui ont été effectuées sur votre OS, dans le but de réintroduire des vulnérabilités qui ont été patchées au fur et à mesure des mises à jour. Et donc ici, spécifiquement, on se situe au niveau de la fonction Servicing Stack, donc qui permet la gestion des mises à jour. Et donc pour le scope, on parle juste de Windows 10 qui sont plus supportés. Donc là, on parle de la version 1507 et Windows 10 IoT, donc en version étendue pour sa version Enterprise 2015. Et donc ça, c'était pour les 0D. On a ensuite plusieurs vulnérabilités critiques qu'on a jugées intéressantes. Je vous laisse aller faire un petit tour. Donc on a des vulnérabilités sur Azure, sur SharePoint. On a une RCE sur Windows Update et une sur Windows NAT. Au niveau les systèmes, on a trois vulnérabilités critiques sur les bornes Wi-Fi Aruba. Donc, si vous en avez, vous êtes concerné et il est recommandé de mettre à jour vos systèmes. Donc, c'est une RCE Unauthenticated en UDP sur le port 8211. Donc, ce sont les séries Aruba 100, 120, 200, 300 et d'autres que je vous laisserai aller voir qui sont concernées. Les versions vulnérables sont les versions de Instant AOS 8 et AOS 10. Certaines versions ne sont pas encore corrigées actuellement. Hewlett Packard a dévoilé une liste justement de celles qui ne sont pas encore corrigées et il y a certaines qui le sont déjà, donc on vous recommande de mettre à jour le système. Donc évidemment, vous l'attendiez tous, la vulnérabilité donc, dans CUPS. Donc CUPS, je le rappelle si vous n'avez pas trop suivi ou si vous n'êtes pas trop familier des environnements Linux. Donc c'est pour CUPS pour Common Unix Printing System, Unix. Donc c'est le service d'impression que vous retrouvez la plupart du temps sur vos systèmes Linux ou BSD.
Donc ici, on parle donc d'un démon, donc Brosd, qui n'est pas forcément activé par défaut, ce qui réduit un peu le scope en termes d'exploitation. Et donc ici, le but, donc là, on parle en fait de vulnerability cups, mais on parle de quatre failles, donc liées à deux bibliothèques et à un démon et un autre service. Et donc ici, le but, c'est votre cups browsed est activé. Donc en écoute sur le port 631 en UDP. Et ici, le but, ça va être d'installer automatiquement toutes les imprimantes qui seront détectées sur le réseau. Donc interception donc récupérée via le port donc 631 en UDP. Et en fait, le but ici, c'est pour un acteur malveillant de faire installer son imprimante entre guillemets malveillante sur votre machine et d'exécuter ce qu'on appelle un PDD. Donc, c'est un PostScript Printer Description. Donc, c'est un fichier en fait qui va permettre de fournir les caractéristiques et les capacités en général de votre imprimante dans le but de correctement la configurer sur votre machine. Et vous avez la possibilité, via ce PDD, de lui fournir des commandes Unix à exécuter sur côté client. Et donc, vous le voyez venir, vous avez la possibilité de joindre du code arbitraire qui permettra d'exécuter des commandes sur la machine à distance et donc d'obtenir ce qu'on appelle une RCE. Et donc, en termes de correctifs, forcément, il est conseillé de stopper le service. Donc, je le rappelle, il est désactivé par défaut. Mais si ce n'est pas le cas et si vous l'utilisez, faites attention. Et éventuellement, ce que vous pouvez faire en plus, même si vous désactivez le service, c'est de filtrer les communications vers et depuis le port 631 en UDP. Une dizaine d'équipements vulnérables chez MyCloud. Donc là, ce sont les séries EX, DL, PR qui sont vulnérables. Donc c'est une RCE qui a été découverte par l'équipe de Clarity Research, Team 82, Noam Moshi en collaboration avec Trend Micro Zero Day Initiative. Donc bravo à eux. Donc globalement, l'RCE, c'est elle est exploitable dans une attaque man in the middle. Comment ça fonctionne en fait? C'est lorsque l'équipement va faire une demande de mise à jour DNS automatique, ça va pouvoir entraîner un débordement de tampon et dans lequel l'attaquant va pouvoir y injecter son payload. On a ensuite une vulnérabilité côté, donc sur un navigateur qui est relativement connu pour certains, donc Arc Browser. Et donc ici, donc juste en petit rappel, si vous n'êtes pas trop familier du navigateur, vous avez, pour utiliser le navigateur, vous êtes obligé de vous créer un compte. En fait, c'est utile, donc selon le fabricant, pour tout ce qui est suivi mise à jour, pour répondre à vos questions, partager vos commentaires et autres. Et vous avez également en fait possibilité de créer ce qui s'appelle des arc boosts. Donc en fait, ici, le but, ça va être de personnaliser votre expérience sur des sites web donc voulus. Donc j'ai une bêtise, vous allez sur Facebook, vous voulez peut-être changer le thème, passer sur un thème dark, vous voulez changer la police d'écriture. Vous voulez exécuter une animation sur la page lorsque vous y connectez. Et donc pour ça, en fait, vous avez la possibilité, via ces ArcBoost, de customiser le CSS ou de rajouter du JavaScript. Sauf que du coup, pour cet ArcBoost, vous avez besoin de l'associer à ce qu'on appelle un Creator ID. Et donc, cet ArcBoost, il n'est pas stocké localement sur votre machine, il va être partagé au fabricant d'Arc Browser qui va le stocker dans une base Firestore, donc Firebase. Et le problème ici, c'est que vous pouvez préciser le Creator ID de n'importe qui. Sauf que si moi, personne A, je crée mon ArcBoost pour mon navigateur, et ben, je peux saisir le Creator ID de personne B. Et donc, personne B aura la bonne surprise lorsqu'elle va vouloir se connecter sur le site que j'aurai personnalisé, de voir qu'un ArcBoost va s'exécuter pour son navigateur sur cette page. Et donc, forcément, vous voyez venir, si vous pouvez personnaliser le JavaScript, et ben, vous pouvez, enfin, de mauvaises choses peuvent se produire, comme de l'exécution comme une XSS, comme une exfiltration des cookies, comme une redirection forcée vers une page malveillante. Et donc, ça a été revu. L'ensemble des permissions ont été revues sur la base Firestore.
Dans le futur, il est planifié que Firebase soit stoppé. Jusqu'à maintenant, le but ici, c'est juste de voir s'il y a déjà eu des usages malveillants qui ont été faits via cette vulnérabilité. Donc, il n'y a pas de score CVSS associé pour l'instant. Et la team, du coup, qui confirme pour l'instant qu'il n'y a eu aucune exploitation dans la nature de cette vulnérabilité, même si, vu le degré d'amateurisme, entre guillemets, nécessaire pour l'exploitation, je pense que ça a forcément déjà été exploité par un acteur. Deux nouvelles RCE. Donc la première chez Zimbra, qui est la plateforme d'hébergement de messagerie. Donc la vulnérabilité se situe au niveau du service post-journal. Donc on rappelle que c'est un service qui n'est pas activé par défaut. Globalement, vous avez le POC en description qui est très complet. Mais pour exploiter cette vulnérabilité, il fallait d'abord que le service soit activé. Et ensuite, il fallait que soit les utilisateurs soient enregistrés, soit qu'ils soient validés dans la liste My Networks. Et à ce moment-là, le POC était efficace. Donc, nous, ce on peut vous conseiller, c'est de bien vérifier que, votre service est désactivé, ou alors si vous l'utilisez, que les utilisateurs soient bien authentifiés et validés dans la liste My Networks qui est disponible sur votre site, sur l'application. Deuxième RCE sur Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch. Alors, c'est assez amusant. Globalement, comment ça fonctionne? C'est pour lors d'une lecture LAN. Une console hôte va envoyer un paquet Bronze Reply à d'autres joueurs sur le réseau pour pouvoir se connecter. Et ensuite, en manipulant la longueur de Spikey, les attaquants vont pouvoir effectuer un débordement de tampon et exécuter du code arbitraire. Donc ça se base dans la librairie réseau peer-to-peer lors de la connexion WAN. Les versions vulnérables sont exactement la version mondiale en dessous de la 3.0.2 et en Chine 3.0.3. C'est pour ça que je vous ai juste affiché à 3.0.3 qui comprend l'autre. Côté WordPress, on a une vulnérabilité dans un plugin assez connu, donc Little Speed Cache. Donc pour rappel, c'est juste un plugin qui a pour but en fait d'optimiser les performances de vos sites, donc de vos sites sous WordPress. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va stocker des versions statiques de votre site, ce qui va permettre à chaque fois d'éviter de recharger les programmes PHP de votre site pour afficher le contenu de votre page. Mais donc ici, on a une Remote Command Execution donc, qui ne requiert pas d'authentification. Euh, et donc, comment ça fonctionne? En fait, vous avez accès au fichier WP Content debug.log qui littéralement lit l'information, enfin un montant assez important d'informations sensibles donc, qui sont liées à l'authentification. Par exemple, par défaut, donc sur les versions inférieures ou égales à la 6.4.1, les informations relatives aux cookies de session apparaissent du coup dans ce fichier de log. Et sachant qu'en plus, la feature de débugage est désactivée par défaut, mais bon, vous partez du principe où forcément pour la configuration de votre site ou du passage de pré-production à la production, que vous avez laissé la feature activée ou tout simplement que vous ne savez pas réellement où la trouver, comment la désactiver et que juste tout simplement vous finissez par oublier que la feature a été désactivée à un moment donné. Du coup, vous compromettez potentiellement l'authentification de n'importe quel compte du site. Donc, en supposant que l'admin se connecte et que vous avez un visuel sur le fichier de debug.log, et vous compromettez aussi son cookie de session. Et derrière, forcément, je vous laisse deviner ce que vous pouvez faire. Et donc, pour le plugin Little Speed Cache, on parlerait du coup de 5 millions d'installations qui utiliseraient ce plugin. Donc, j'ai déjà dit les versions affectées même si donc, ce fichier est désactivé. Euh, le fichier debug.log également doit être supprimé, même si vous désactivez la fonction. Et donc, juste aussi, donc, ce qui a été fait dans le correctif, si ça peut vous intéresser. Donc, par exemple, au lieu de rajouter le fichier du coup dans WP Content, il est directement ensuite à sa racine. En fait, un dossier qui a été un peu randomisé au niveau de son nom a été rajouté en intermédiaire. Et maintenant, il est plus possible du coup de stocker les informations de cookies, enfin de stocker les cookies dans ce fichier. Nouvelle vulnérabilité chez Loadmaster, donc les load balancers.
Donc on estime qu'il y aurait 100 000 entreprises qui seraient potentiellement vulnérables. Les équipements concernés, ce serait exactement les loadmasters et les hyperviseurs multi-tenant de l'éditeur Kemp. Nous vous avons affiché les versions concernées. Donc la 7.2.60 pour le loadmaster et la 7.1.35.11 pour le hyperviseur. Comment fonctionne l'RCE? Globalement, ce serait une requête HTTP spécifique qui serait effectuée sur l'interface de management. Alors, de ce qui a été vu, c'est qu'il n'y aurait pas encore d'exploitation dans la nature. Là où ça pose plus de problèmes, c'est que le patch ne serait pas disponible pour la version gratuite de Loadmaster, donc ça remet un peu en cause leur éthique. Côté produit TeamViewer, on aurait une élévation de privilèges donc sur la partie remote client et remote host, donc soit l'ordinateur depuis lequel vous vous connectez, ou soit l'ordinateur vers lequel vous vous connectez. Et donc les deux vulnérabilités en fait sont associées au même type de vulnérabilité. Donc on parle d'une vérification incorrecte au niveau de la signature cryptographique. Donc utilisée pour vérifier l'intégrité des pilotes VPN ou d'impression. Et donc, en fait, au moment de l'installation, donc forcément, l'installation s'effectue avec des privilèges un petit peu plus élevés. Bah, vous avez la possibilité, en fait, d'utiliser vos pilotes à vous, vos pilotes malveillants. Et du coup, selon le code arbitraire présent dans ces pilotes, vous pouvez, via cette installation, élever vos privilèges. Et donc, pour les versions impactées, du coup, tout ce qui est inférieur à la 15.58.4. On a ensuite une RCE à zéro clic sur les chipsets Wi-Fi de Mediatek. Donc, sur les chipsets MT 7622, MT 7915 et les bundles RT 3X Soctapé. Donc pourquoi en fait? Parce que la vulnérabilité, elle est stockée, du coup, elle est présente dans les SDK de Mediatek, donc inférieure à la 7.4.0.1 incluse, ou les versions d'OpenWRT. Et du coup, ces SDK qui sont utilisés, enfin qui sont présents dans les bundles de pilotes ou directement sur les chipsets Wi-Fi. Donc sachant qu'on parle d'un fabricant, mais ces bundles, ils sont aussi utilisés par d'autres comme Ubiquiti, Xiaomi et Netgear. Donc en fait, la vulnérabilité se situe dans le démon WAPad. Euh, donc ici, en fait, ce démon, c'est lui qui est responsable de la gestion des points d'accès, donc des subtapés. Et donc, on a une buffer overflow. Donc, comment ça se passe? Vous avez un paquet max, donc qui peut faire max 1500 octets, donc lié au MTU configuré sur l'outil. Et en fait, il y a un moment où son contenu est déplacé vers une structure qui a une taille de 200 octets. Donc, je vous laisse faire le calcul. Vous avez un joli buffer overflow avec une exécution de code pardon, dans la volée. Et ce qui est assez critique vu son périmètre d'exploitation. Et donc au niveau des patchs, donc les patchs auraient été publiés en mars, mais pourquoi on vous en parle là? Parce que déjà l'information a été rendue publique il n'y a pas longtemps, et parce qu'un POC a récemment fait surface pour démontrer son impact et sa criticité. On a ensuite une faille critique donc dans pgadmin. Pgadmin, c'est un outil d'administration qui est assez connu dans l'univers PostgreSQL. Et donc ici, on parle d'une mauvaise implémentation du protocole d'autorisation OAuth 2. Dans son handler, donc le OAuth 2 Authentication Handler, vous pouvez retrouver des identifiants qui ont été codés en dur, ce qui du coup permet de leak l'ID client et le secret qui permet derrière de rejouer, de refaire une demande d'autorisation et de complètement contourner l'usage légitime du protocole. Et donc, en version impactée, pour pgadmin, toutes les versions inférieures ou égales à la 8.11. Donc, on va parler cette fois d'une vulnérabilité qui touche aux voitures Kia. Donc, c'est pas très courant, mais c'est assez intéressant d'en parler, surtout que vous allez voir que l'exploitation ne demandait pas forcément énormément de connaissances en termes de reverse hardware ou autre.
Donc ici, la seule chose que vous avez besoin de connaître pour pirater une voiture Kia, c'est sa plaque d'immatriculation et de 30 secondes de votre vie. Donc c'est les chercheurs qui ont trouvé cette vulnérabilité. Donc juste pour vous expliquer que c'est pas une exploitation qui a été faite dans la nature et qui a été inventée directement en bug bounty ou autre, ou sur un forum suspect. Et donc cette prise de contrôle, elle permet quoi? Elle permet de déverrouiller les portes, elle permet de démarrer les voitures et elle permet de les suivre à distance. Et donc comment les chercheurs ont fait? Ils ont remarqué en fait qu'ils avaient possibilité de passer par l'infra donc qui est dédié aux concessionnaires, donc de se créer un compte et autres, ce qui leur fournissait assez de privilèges pour pouvoir contacter leur endpoint, donc l'endpoint qui permettait du coup déjà de récupérer et de modifier les informations donc relatives à des propriétaires de voitures Kia. Donc, ce qui est assez grave, si vous dites que telle voiture, au final, n'appartient pas à personne A, mais à personne B, ça peut avoir des répercussions un peu conséquentes au niveau des assurances et autres. Mais également le fait que vous pouviez jouer avec le site de Kia qui permet, du coup, en fournissant une plaque d'immatriculation, d'effectuer toutes les actions donc, qui ont été listées un petit peu plus tôt. Sachant que vous pouvez déjà faire une bonne partie de ces features, donc ça, c'est des features qui sont connues. Donc, vous pouvez, par exemple, avec Kia Connect, en dérouler une bonne partie. Et donc, on parle du coup de tous les véhicules qui ont été fabriqués après 2013, donc qui seraient impactés par ces failles. Que les propriétaires disposent ou non d'un abonnement Kia Connect. Et le correctif a été déployé donc mi-août par Kia. Et ce que je vous disais, aucune exploitation ne semble avoir été réalisée dans la nature. Et vous avez donc le site de samcurie.net qui vous liste l'intégralité des voitures impactées et qui vous laisse aussi filtrer par année et par modèle. Donc ensuite, pour finir avec la partie faille, donc ici, comme les mois précédents, vous avez un récapitulatif du coup du nombre de vulnérabilités sorties par fabricant. Donc on s'entend les fabricants hein, les plus connus. Et donc vous avez du coup côté graphe un poids qui a été appliqué qui permet donc de rendre le graphe assez lisible. Les vulnérabilités les plus critiques ont un poids un petit peu plus élevé que les vulnérabilités les plus faibles. Et donc voilà. Donc pas mal de vulnérabilités côté Linux et Microsoft, forcément, sans surprise. Donc cette fois, on va parler un peu de tout ce qui est événements, donc piratage, fuite de données et autres. On commence avec un malware. Donc un info stealer pour Windows. Alors c'est assez amusant, c'est que ça a été corrigé par Windows dans le dernier patch, mais ça fait déjà depuis 2, 3 mois, depuis juillet exactement 2024 qu'elle est présente. En fait, il faut savoir qu'elle était exploitable à l'aide d'une autre vulnérabilité, donc la CVE 2024 38112, globalement, ça va être une attaque de type spoofing sur la plateforme MS-HTML avec activation lors de la consultation d'un site web ou ouverture de fichiers. L'objectif, c'était d'infecter les machines avec l'infostealer Atlantida. L'attaque était très concentrée en Europe, en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est. Donc, on estime que l'attaque avait été réalisée par le groupe APT Void Banshee et que la diffusion se faisait plutôt par cloud, Discord ou alors par bibliothèque de librairie. Donc ensuite, on a un malware nommé PerfCTL. Donc, dans toutes ces expressions, vous allez voir pourquoi. Parce que donc déjà, c'est un malware qui est dédié à la plateforme Linux, qui circulerait depuis déjà 2021, serait présent sur plusieurs milliers de machines, donc pour entre guillemets vous rassurer. Dans toute sa description, parce qu'il est considéré comme étant un malware très discret, la preuve en est s'il est présent sur plusieurs milliers de machines depuis plusieurs années et que personne s'en est rendu compte, c'est qu'il porte bien son nom. Et donc, il disposerait d'un catalogue de features assez intéressant. Donc déjà, quand il infecte la machine, il supprime automatiquement son binaire et il s'exécute en tâche de fond. Ensuite, il se propage dans plusieurs, donc depuis la mémoire, il s'exécute en tâche de fond, vers plusieurs répertoires du file system. Donc là, vous avez une liste en bas à droite, donc un exemple, donc dans slash tmp, vous pouvez voir par exemple, il s'appelle cp dans hroot.
Ils portent des noms qui font pas forcément peur et dans des répertoires que vous n'allez pas forcément regarder tous les jours. Ensuite, ils s'exécutent à chaque ouverture de session. Donc pour ça, ils se paramètrent dans votre Home Directory, dans le point profile. Ils manipulent PK Loop et pour sortir, s'il en a besoin, il passe par des réseaux, des relais Tor. Et en interne, il passe par des sockets. Et aussi, quand l'utilisateur va se connecter, il va killer automatiquement ses process les plus gourmands pour pas paraître suspect du point de vue de l'utilisateur. Et donc, vous allez me dire à quoi il sert? Bah, son but initial, c'est de miner des cryptos. Monero, normalement, la monnaie Monero, mais pas que, aussi de faire du proxy jacking, faire de l'extraction de données et autres. Et donc voilà, et donc pour ça, pour s'installer, il privilégie l'exploitation de la CVE 2023 33426. Et s'il n'arrive pas à l'exploiter, il a encore un catalogue de 20 000 erreurs courantes à exploiter. Et donc voilà, il fallait vous en parler. Côté fuite de données, on a 87 millions de données de Temu qui ont été mises en ligne le 19/09, donc le 19 septembre, 18 septembre, pardon, excusez-moi, par Smoking That Shit, qui contiendrait normalement les noms identifiants IP, date de naissance et bien sûr les hash de mot de passe. Donc Temu a rétorqué que ces données n'étaient pas les siennes. Cependant, le pirate a dit que effectivement, c'était quand même les données que le site contiendrait de nombreuses vulnérabilités, qui disposait toujours d'un accès administrateur et d'un accès au mail. Donc nous, on vous recommande éventuellement changer immédiatement vos mots de passe et d'activer le MFA. On en attend de suite de cette information et on verra plus tard si on a de nouvelles informations qu'on pourra vous donner le mois prochain. Et on corrigera les fautes parce qu'il y en a une grosse. Oui. Côté toujours fuite de données, donc là, Fortinet, c'est 440 gigas de données en vente. Donc, il y a eu un accès non autorisé sur un SharePoint chez Azure. Donc, pas d'incident malveillant lié à l'incident. Mais derrière, quelques jours plus tard, il y a eu l'hacker FortiBeach qui a indiqué avoir récupéré des données confidentielles. Donc, ces données, ce seraient des ressources pour les employés, des rapports financiers, des documents RH, des offres de produits, des rapports de vente, etc. Donc, l'hacker appartiendrait au cybergang DC 8044. Ce serait un cybergang qui serait basé en Ukraine. Selon ce qui a été donné comme information, c'est que Fortinet n'avait pas effectué de chiffrement sur les données, selon eux. Donc vous en avez entendu parler, je suppose, parce que ça a touché pas mal d'entreprises. Donc il y a eu Cultura, il y a eu Boulanger, il y a eu Crosby, il y a eu Truffaut. Et il y a eu aussi l'assurance retraite. Et il y en a encore plein d'autres et je ne vais pas vous les lister là, sinon ça faisait un titre qui était un peu trop conséquent. Donc toutes ces fuites de données ont été orchestrées par la même personne, donc Aurore Mar 44. Donc, il avait annoncé sur Bridge Forums qu'il avait beaucoup de données à partager. Et donc, il n'a pas menti. Il les a tous divulgués enfin, au fur et à mesure des semaines. Et donc, ici, pour l'assurance retraite, on parle de données de 370 000 bénéficiaires donc, qui ont été volés. Donc, adresse mail, numéro de sécurité sociale, montant des ressources perçues, ce qui est assez critique. Même si l'organisme, donc l'assurance retraite, a déclaré que les données n'étaient pas toutes récentes, et donc forcément on parle de retraite, donc ça touchait potentiellement énormément de personnes qui sont décédées entre-temps. Mais on parle quand même de données relativement sensibles qui n'ont pas à être leakées dans la nature et être rendues publiques de tout le monde quand même. Il précise qu'aucune donnée bancaire ou relative à un paiement ont été divulguées, même si on parle quand même de tout ce qui est montant des ressources perçues. Et comment ces données ont été leakées donc via le portail en ligne, donc le PayPass qui a été visé, donc qui est destiné de façon générale à la facturation des prestataires. Et c'est eux, par exemple, qui prennent en charge, enfin, d'un prestataire qui est chargé d'effectuer l'action sociale des retraités. Vous avez peut-être rencontré des difficultés le mois-ci dernier avec Cloudflare. En fait, il faut savoir que Cloudflare est actuellement sous DDoS d'une attaque qui dure depuis presque plus d'un mois.
avec un record mondial de plus de 2 milliards de paquets par seconde et 3,8 terabits par seconde. Donc ce record a duré 65 secondes. Enfin, cette attaque a duré 65 secondes, plus exactement. Les secteurs visés sont le secteur de la finance, d'Internet et des télécommunications. Les attaquants viendraient la plupart de Vietnam, Russie, Brésil, Espagne et États-Unis. Les attaques se situent sur la couche 3-4 avec sur le protocole UDP sur un port fixe. Et donc globalement, les équipements qui seraient utilisés seraient des équipements qui seraient vulnérables aux dernières CVE qui seraient sorties. Donc beaucoup de routeurs Asus qui seraient vulnérables à la CVE 2024 3080. Et d'autres équipements type MikroTik, des enregistreurs DVR et encore des serveurs web. On va parler de quelques outils donc, qui étaient intéressants qu'on voulait vous partager. Donc déjà un moteur de recherche qui centralise énormément de bypass pour la CSP. Donc la CSP, la Content Security Policy, c'est toutes les politiques que vous allez mettre en place sur votre site qui vous permettent en fait de gérer toutes vos sources de contenu, donc que ce soit pour les scripts, pour les images, pour les styles CSS et autres. Et par exemple, vous allez vouloir dire est-ce que j'autorise ou non le chargement de cette image depuis une page web spécifique ou depuis les pages en HTTP et pas en HTTPS, etc. Ou est-ce que c'est que des ressources internes? Bref. Et donc, vous avez tous ces bypass centralisés sur ce moteur de recherche, enfin, sur cette base. Et le but ici, c'est donc de la bypasser et d'obtenir votre XSS, parce que du coup, vous l'aurez compris, le but de la CSP, c'est de bloquer les XSS. Et donc, si vous faites du pen test, eh ben, on vous encourage à la mettre dans vos listes d'outils. Et un autre outil côté Red Team, donc un outil d'Open Voice, donc qui vous permet facilement et gratuitement donc de cloner une voix. Donc pour ça, en fait, vous lui donnez juste en entrée un petit clip audio, donc forcément du locuteur dont vous voulez cloner la voix. Et en fait, vous allez avoir possibilité donc de la personnaliser, donc soit de contrôler un peu ses émotions, donc vous allez vouloir la rendre un peu triste, vous allez vouloir changer son accent. Donc, par exemple, des exemples que j'ai vus des exemples que j'ai vus ont donné à la voix un accent marseillais. Euh, donc le rendu était assez incroyable. Vous pouvez aussi changer le rythme de la voix, donc forcer la personne à parler un petit peu plus vite, enfin du coup l'IA, etc. C'est assez bluffant et bah, vous pouvez faire dire ce que vous voulez à la voix. Donc là, je parle bien d'ingénierie sociale dans le cadre de pentest et pas dans des cadres plus malicieux. Et ensuite, un outil donc, pour de l'osine, des recherches en source publique. Donc, Bellingcat, vous en avez forcément entendu parler, c'est une ONG qui est mondialement connue, qui est spécialisée dans l'OSINT, je l'ai dit, qui dispose d'énormément de journalistes ou d'investigateurs. Ils ont travaillé sur énormément d'affaires sensibles au cours de ces dernières années. Et donc, vous aviez déjà un dépôt, pas un dépôt, pardon, un classeur Excel qui était partagé via Google Drive, qui centralisait tous les outils, enfin une bonne partie des outils utilisés par cette ONG. Et ben là, vous pourrez retrouver un guidebook, donc pareil, qui centralise tous les outils. Donc vous pouvez les télécharger, ce guidebook au format PDF. Vous avez énormément d'outils, on parle quand même de 130 outils qui sont répartis dans plusieurs catégories. Donc, c'est des outils qui sont utilisés par des grands journalistes, des grands investigateurs donc dans le domaine de l'OSINT. Donc, allez vous servir. Vous avez des outils pour de l'imagerie satellite, pour de l'analyse de réseaux sociaux, l'archivage de pages web, etc. Et j'en passe. Donc, allez regarder. Un petit tour sur des thématiques un peu business et politiques. Côté business monde, actuellement, on a Google versus Microsoft, donc la bataille pour le cloud. Alors, il y a eu de nombreuses plaintes qui ont été faites depuis quelques temps de Google envers Microsoft pour des pratiques anticoncurrentielles. Là, la dernière qui a été, c'était par rapport à l'utilisation des licences de logiciels chez Azure, enfin plutôt sur Microsoft, qui contraindrait à rester justement chez Azure, parce que sinon, il y aurait des problèmes de compatibilité avec d'autres systèmes. Ou alors, sinon, ils proposent une alternative, effectivement, d'une majoration de 400%. Donc la dernière plainte qui a eu lieu en 2023 a été sans suite et conclue par un accord à l'amiable.
Parce qu'actuellement, Microsoft subit de régulières plaintes de pratiques anticoncurrentielles avec Windows Server, Teams, et Google a estimé qu'il y aurait un manque de environ 1 milliard à gagner selon Amit Zaveri, donc un membre du comité de Google Cloud. Kaspersky est devenu Ultra AV, donc plusieurs personnes avaient suivi du coup ce qu'on avait dit récemment sur le fait que Kaspersky allait disparaître aux États-Unis car elle avait été interdite. Donc depuis le 9 septembre, il n'y avait plus de mise à jour de Kaspersky et les utilisateurs avaient reçu un message disant que Kaspersky allait continuer à être utilisé au travers de Ultra AV. Cependant, Ultra AV n'avait pas été cité. Et du jour au lendemain, il y a eu une grande surprise et une panique de la part de certaines personnes de se retrouver avec l'application Kaspersky désinstallée de leur système, donc que ce soit de leur téléphone, de leurs ordinateurs, et avec Ultra AV installé. Alors, pour évidemment ceux qui avaient Kaspersky VPN, ils avaient Ultra AV VPN. Et grande surprise de cette désinstallation et de cette réinstallation d'un nouveau logiciel qui sort un peu comme ça de nulle part, qui n'a pas été vérifié et qui a automatiquement été validé et installé. Donc, affaire à suivre. Un vrai manque de transparence. Donc l'affaire Telegram, Pavel Durov, toujours en attente de son procès actuellement, a annoncé une collaboration de Telegram avec les autorités. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'équipe de renforcement, l'équipe de modération a effectué un renforcement pour bloquer justement certains résultats avec des mots-clés comme armes et drogue. Ils ont ainsi indiqué qu'il y aurait une divulgation des IP et des numéros de téléphone en réponse à des réquisitions judiciaires faites dans les règles. Quand on dit faites dans les règles, ça signifie que, pour exactement dire, c'est qu'avant, ils donnaient les informations quand c'était pour un dossier sur le terrorisme. Maintenant, ils vont donner les informations que ce soit pour un dossier qui soit juste criminel, pas que terroriste. Leur but était initialement de décourager les criminels. Les conséquences sont que il va y avoir énormément de départs et que du coup ils vont perdre énormément d'utilisateurs. Ouais, il y a beaucoup de groupes donc, qui effectuaient donc de la fuite de données et autres sur Telegram qui ont quitté certains channels justement par peur par peur de représailles et divulgation de leur adresse IP ou de leur channel. Donc ça fait quand même beaucoup de bruit sur tous les niveaux. Donc ensuite, on en avait parlé donc dans ce début d'année, tout ce qui est opération Chronos, donc lié à déjà l'arrestation de l'administrateur, d'une grosse tête du coup du groupe Lockbit, et donc de la divulgation aussi donc d'énormément de collaborateurs, d'affiliés à Lockbit. Et donc là, un de plus, donc un membre du coup d'Evil Corp, donc qui est une filiale de Lockbit, donc c'est comme ça qui sont déclarés. Et donc le membre clé, Viktorovitch, je ne dirai pas son nom pour pas l'offenser, a été identifié. Donc, lui serait identifié, serait lié à plus de 60 opérations, donc opérations de ransomware avec Lockbit. Il aurait extorqué plus de 100 millions de dollars. Donc, il a été bien démasqué des suites de l'opération Chronos. Donc, encore une fois, un grand succès pour l'opération. Opération dans laquelle énormément de pays se sont investis, dont la France. Et donc, cet individu est chargé par plusieurs organismes. Donc, on a le FCDO donc du côté du Royaume-Uni, l'OFAC du côté des États-Unis et la DFAT côté Australie. Donc, encore un gros coup pour Lockbit qui essaye de démontrer qu'ils s'en sortent bien et que l'opération ne les a pas tant que ça affaiblis. Alors qu'on a encore une démonstration que si même on s'attaque à leurs affiliés, forcément, Lockbit derrière va perdre leur confiance, ce qui va pousser Lockbit vers le bas. Et sachant qu'il y a eu aussi des infos comme quoi sur les chiffres vendus donnés à leurs affiliés qui grossissaient les chiffres et qu'ils étaient même doublés et qu'ils étaient loin d'être représentatifs du coup de ce qui était la réalité. Donc, un petit point, donc conférences, donc les conférences qui sont passées, donc la FranceSec, l'Hexacon, et à venir, donc à partir de demain, les assises à Monaco. Hexacon, oh, j'ai mis encore Hexacon deux fois, je sais pas ce qui était à la place, juste c'est Hexacon aussi. Non, je sais, non, pas du tout, c'est pas possible. C'est quelque chose, je corrigerai dans les slides donc au moment de les fournir.
Unlock Your Brain à Brest du 8 au 9 novembre, les Identity Days le 29 novembre à Paris et l'Advance le 22 novembre 2024 à Lille. Quelques points trolls, donc vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de sujets drôles pour ce mois-ci. Donc d'abord, Premier, c'est une déprecation de Windows Server Update Service. Donc malheureusement, plus de WSUS dans les versions 2025 de Windows Server. Alors, c'est pas exactement correct. Il y aura effectivement l'OSUS qui sera toujours disponible. Cependant, il n'y aura plus de nouvelles fonctionnalités qui seront déployées. Les mises à jour seront encore données, mais ça va, au fur et à mesure, disparaître, malheureusement. Donc, ça va poser de plus en plus de problèmes pour les personnes. Mais voilà, actuellement, Azure recommande de passer sur une version cloud comme Windows Auto Patch et veulent que de plus en plus de personnes migrent sur le côté cloud. donc éventuellement plus de nouvelles fonctionnalités, mais ça veut aussi dire plus de patchs de sécurité. Donc dans le cas où des vulnérabilités sont découvertes sur les outils. Enfin, à voir combien de temps ça va durer. Mais donc, ouais, donc, encore une fois, un coup bas pour le l'on-premise. Mais sinon, on va en revenir sur le sujet anti-concurrentiel. Et donc le dernier point, donc, que se passe-t-il si on intercepte le trafic d'un Pixel 9 Pro XL? Donc ça, c'est des chercheurs qui se sont posé cette question. Ils se sont mis en écoute sur leur Pixel 9 Pro XL. Et ils ont vu en fait que des données étaient envoyées à Google toutes les 15 minutes. Et donc, qu'est-ce qui était envoyé à Google? Donc, vers plusieurs sites, vers le Device Management ou la Policy Enforcement. Donc, vous communiquez sans le savoir et sans forcément le vouloir, votre adresse mail, votre numéro de téléphone, votre localisation. Donc, c'est-à-dire que via ce trafic, on est capable de vous localiser constamment. La liste des applications que vous installez, sachant que c'est les applications installées depuis le store, mais aussi celles qui sont installées manuellement. L'état de votre connexion et d'autres informations aussi. Donc ça, vous avez également toute votre recherche vocale, votre vos systèmes de recherche vocale, donc Siri, ce serait pour iPhone, du coup pour Google, j'ai oublié le nom, donc qui va se connecter périodiquement aussi au serveur de Google. Donc pour faire quoi, on ne sait pas, fournir votre historique, se mettre à jour. Ils savent pas, ils n'ont pas creusé plus sur ce sujet, mais bon, si vous êtes intéressé, allez-y. L'appareil donc qui tente de récupérer en fait régulièrement de nouvelles mises à jour. Donc vous n'avez pas besoin de lui demander de se mettre à jour, c'est lui-même qui va essayer de se mettre à jour. Mais le point un peu critique, c'est qu'il essaye aussi de contacter des environnements de test. Sachant que je vous apprends rien, les environnements de test sont connus pour forcément être un peu moins sécurisés que les environnements de production. C'est assez embêtant et à voir si c'est un oubli dans les configurations ou si c'est nécessaire pour un besoin qui ne m'est pas familier. Et donc, quand je parle du coup du Pixel 9 Pro, donc c'est un téléphone qui est sorti mi-août, donc c'est assez récent. Et ce qui est aussi drôle, c'est que quand il essaye de joindre les environnements de test ou les serveurs de Google pour se mettre à jour, il essaye aussi de récupérer des fichiers qui n'existent même pas encore sur les serveurs distants. C'est à savoir, en fait, il est capable de savoir un peu ce que va contenir les prochaines mises à jour. Donc voilà, et c'est fini. Donc voilà, prochaine réunion le mardi 12 novembre 2024. Et vous avez les liens, donc le QR code et le lien pour les replays sur YouTube et les slides. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.